qui va s'intéresser à la situation des familles monoparentales et sur comment les leviers d'action des collectivités pour les accompagner au mieux. On va s'intéresser d'abord, donc, dans un premier temps, aux données démographiques. C'est vrai que des familles monoparentales sont effectivement en augmentation dans la population générale. On sait que c'est un phénomène qui est avant tout féminin. C'est surtout, effectivement, on parle de la situation de la maman solo. Mais avant, effectivement, de rentrer dans la réalité de vie de ces familles, on va, dans un premier temps, effectivement, avoir quelques éclairages sur les données démographiques. Est-ce qu'effectivement, il y a des spécificités territoriales dans la répartition des familles monoparentales en France et dans les différentes collectivités? Bonjour à tous. Alors, je suis censée vous montrer quelques... Voilà, super. Très bien. Je faille à toutes mes obligations. Je présente les deux intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui. Madame Bigot, qui est, je crois que vous êtes statisticienne, directrice d'études, oui, dans le cabinet Compass, qui accompagne beaucoup de collectivités, notamment dans l'édition de leurs ABS, de leur analyse de besoins sociaux, sur énormément, effectivement, de phénomènes et de situations sociales locales. Et nous sommes accompagnés d'Isabelle Vatinel, qui est la directrice du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, et qui est aussi, surtout, présidente de l'ACTAS, qui est une association partenaire du Salon des maires, l'ACTAS qui est l'association des cadres territoriaux en charge de l'action sociale. Donc nous revenons effectivement aux données avec Madame Bigot, qui va nous montrer effectivement comment se répartissent les familles monoparentales sur le territoire et dans les réalités locales. Merci. Alors oui, peut-être pour planter un petit peu le décor, mais c'est aussi chaque donnée est spécifique à vos territoires. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de monoparentalité, ou parents solo, etc. Effectivement, on voit, alors globalement, au niveau national, on a un peu plus d'un quart des familles, une famille sur 4, qui est qualifiée de famille monoparentale, vivant seule avec ses enfants, un seul parent avec ses enfants. Vous l'avez dit en introduction, en moyenne, 8 sur 10 au niveau national, ce sont des mamans, mais enregistrées statistiquement. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a souvent, quand on est en garde alternée, il ne faut pas l'oublier, il y a le papa. C'est bien souvent le cas, mais c'est vrai que au niveau de la CAF, au niveau souvent, quand même, encore une fois, dans 8 cas sur 10, c'est la maman qui est enregistrée avec les enfants. Voilà. Donc un quart, mais vous voyez qu'un quart, selon le territoire national, on n'a pas du tout les mêmes proportions de monoparentalité. Alors pourquoi cette carte? Parce que déjà, ça vous permet, vous, de regarder votre département. Est-ce que vous êtes en dessous, au-dessus des tendances nationales? Et puis on voit même que si on zoome sur les principales villes, on va dire, de France, de plus de 150 000 habitants, on a aussi des taux plus élevés. Au niveau de ces villes, on est à peu près à un tiers des familles qui sont des familles monoparentales dans les grosses villes de France. Et puis si on zoomait sur chaque département, bien évidemment qu'il y aurait des spécificités. C'est tout l'intérêt d'avoir une approche communale, voire même si on zoome par quartier, sur vos communes, on a des taux qui sont certainement sur certains quartiers supérieurs à ce que l'on peut observer en tendance nationale ou même sur les grandes communes. Et ça, bien souvent, évidemment, on va y revenir, je pense, mais c'est lié à énormément de facteurs. C'est pas parce qu'on se sépare plus dans les grandes villes de France que dans une commune rurale retirée. Pas du tout. Mais c'est si on se sépare et ça commence déjà à planter le décor, mais si on se sépare dans une grande ville, dans une commune éloignée rurale, on ne peut pas forcément rester vivre dans cette commune-là. Parce qu'on est loin de l'emploi, parce qu'on est loin des services, parce qu'on est loin du logement qui peut nous accueillir, souvent le logement social, le logement locatif. Donc on va vers les lieux de vie où il y a tout cela. Et ce qui fait que si vous êtes une commune qui propose tout cela, petite ou grande, eh bien, vous allez voir votre proportion de familles monoparentales plus importante que la commune d'à côté, si elle ne propose rien de tout cela.
Donc voilà, hein, bon, ça permet déjà un petit peu de planter un peu le décor avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. En termes de dynamique, peut-être davantage que cette carte, le tableau qui est à côté. Si on regarde au niveau national, sur les 6 dernières années du recensement, la part des familles dites couples a tendance à baisser. Et c'est vrai que c'est un phénomène que l'on observe assez fréquemment sur les territoires, alors que la monoparentalité, sur les 6 mêmes dernières années, a augmenté 10%. Donc on voit bien, et ça interpelle très fréquemment, enfin moi je passe mon temps à voir des élus, à travailler avec vous dans vos démarches d'ABS, de CTG, etc. 3 points de suspension. C'est vrai que quand on montre cela, quand on montre à vous, territoire, vous les élus, vos familles, ce qui porte souvent le dynamisme familial sur vos territoires, c'est la monoparentalité. Souvent les couples ont tendance à baisser et c'est les familles monoparentales qui sont en augmentation. Et ça veut dire des réponses spécifiques pour ces familles monoparentales. On ne répond pas forcément aux besoins des familles monoparentales de la même manière que les familles couples, et on va y venir, et je vous laisse la parole. Alors justement, depuis quand, on aura envie d'interroger, depuis quand y a-t-il une prise de conscience dans les collectivités sur la nécessité d'avoir un regard et un accompagnement, je dirais, plus spécifique et particulier sur les familles monoparentales dans les collectivités? Alors je vais parler d'un cas personnel, c'est vrai que l'ABS est l'occasion souvent d'identifier une réalité qui peut être souvent surreprésentée effectivement ou qui nécessite, c'est une sensibilisation pour la collectivité d'avoir une action spécifique. C'est un phénomène récent, Isabelle. Depuis quand les collectivités, alors dans la vôtre, à Cherbourg-en-Cotentin, mais à l'ACTAS, quand les directeurs de CCAS ou des différents départements d'action sociale, dans les départements, depuis quand on se dit qu'il faudrait faire quelque chose et qu'il faudrait effectivement être plus présent pour accompagner les familles monoparentales? Je dirais qu'en fait, ça remonte à peu près aux 5 ou 6 dernières années. Sur le précédent ABS, on n'avait pas obligatoirement une vue sur ce type de famille, en tout cas pour ce qui concerne Cherbourg et puis une majorité des collègues dans les CCAS. Là, lors du dernier ABS que l'on a pu mener, ça a été un axe fort pour les élus et pour l'équipe municipale en l'occurrence, et surtout pour aussi pouvoir permettre aux personnes d'avoir une autre vision sur la monoparentalité, aussi bien au niveau des équipes et des associations du territoire, mais aussi au niveau des élus. On a pu constater, nous, quand on a fait notre ABS avec le Compass, que la représentativité de la famille monoparentale, en fait, elle était un peu différente que ce qui était la réalité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ça concernait beaucoup de mamans, en effet prioritairement, avec des ados plutôt que des jeunes enfants, ou alors avec des enfants handicapés. Là, le nombre de mamans auprès d'enfants handicapés en situation de monoparentalité est aussi très importante. Et donc, ça nécessite d'adapter les services publics au plus près de ces besoins, aussi bien par rapport à des situations de répit pour les mamans ou des situations particulières de mode de garde, de logement qui remettent en question quand même beaucoup la façon de vivre. Et pour ces jeunes ados, tout ce qui est offre de services pour aussi essayer d'éviter qu'il y ait un basculement vers de la délinquance ou vers de l'entraînement par des plus grands. On commence à lire actuellement que la délinquance et les situations de jeunes mineurs délinquants sont quand même très majoritairement issues de situations de familles en monoparentalité. Merci Isabelle, du coup vous nous amenez effectivement au cœur du sujet, c'est quoi la réalité, c'est quoi le quotidien d'une famille monoparentale ou d'une maman solo. Alors j'ai une question pour le Compass. Quand on est une collectivité, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile de distinguer la situation de vraiment la maman seule en difficulté, le père qui est possiblement pas effectivement dans le paysage, de tout simplement de parents séparés
et donc qui possiblement sont en garde alternée. Je dirais d'un point de vue démographique, une collectivité, elle fait comment pour agir de manière concrète, être le plus utile, accompagner, je dirais, la famille qui en a le plus besoin. Comment on distingue dans une famille monoparentale, une maman toute seule qui est possiblement en difficulté, de tout simplement un couple qui est séparé et qui est en garde alternée? Alors, statistiquement, on ne peut pas les distinguer. Ça, c'est clair. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, souvent, ce qui fait que... Alors, je reste sur le champ statistique. Après, on peut travailler, évidemment, et c'est l'objectif, travailler avec les partenaires, etc., pour savoir comment accompagner une maman vraiment solo ou en garde alternée. Mais statistiquement, souvent, ce qui fait que on perçoit qu'il y a de la garde alternée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une forte proportion d'hommes seuls aussi en augmentation sur le territoire. Et d'hommes seuls en âge d'être actifs, c'est le parallèle en fait. Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas une relation qui est démontrée, mais de fait, on sait que s'il y a la proportion d'hommes seuls qui augmente fortement parallèlement à la famille monoparentale, c'est qu'il y a aussi du papa seul, et c'est une problématique en soi aussi, puisque ça sous-entend la garde alternée. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, je me permets, par rapport aux ados, et je montre juste quelque chose qui me semble tout à fait important, parce que je suis complètement d'accord avec vous, et je pense que la statistique a tout son sens là-dessus, parce que ce que vous avez dit, c'est tout à fait ce que l'on peut vivre. C'est que souvent, la statistique permet d'identifier la typologie des familles monoparentales. Souvent, lorsque vous pensez famille monoparentale, vous pensez petite enfance, maman avec un jeune enfant, etc. Or, quand vous regardez... Alors, c'est pas vrai, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui sont des DOM. J'ai volontairement aussi fait un petit zoom sur les DOM, parce que les réalités sont un petit peu différentes. Mais si on regarde la France hexagonale, vous voyez que la part des enfants en famille monoparentale au niveau national, les moins de 3 ans, il y en a 13% qui vivent en famille monoparentale. Mais les 11-17 ans, il y en a 26% qui vivent en famille monoparentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on vérifie. Encore une fois, ça fait 15 ans que je travaille au Compas. J'ai roulé un peu ma bosse sur autant des grosses communes que des petites communes. On le voit partout. La monoparentalité, la part des enfants qui vivent en famille monoparentale, elle est beaucoup plus élevée chez les ados. Alors, ça ne veut pas dire que chez les jeunes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apporter des réponses, évidemment, autour de la petite enfance. Mais il y en a, en fait, parce qu'il y a les lieux d'accueil enfants-parents, il y a les structures d'accueil collectives, les crèches, etc. Et plein d'autres dispositifs. Mais souvent, effectivement, le public ado et les parents monoparents d'ados sortent des radars. Et ça, c'est quand les enjeux d'aller vers, par exemple, c'est très fort pour ces familles monoparentales d'adolescents. Et les réponses, elles sont plus difficiles parce qu'il n'y a pas on va dire, de dispositif un peu standard, etc. Donc ça veut dire que ça oblige à l'innovation sociale pour aller vers ces familles, pour penser des aides. Alors vous avez évoqué les enjeux autour de la délinquance, mais il y a aussi des enjeux très forts autour de la réussite scolaire, des parents, un parent solo qui a déjà du mal, on n'a pas encore parlé de la précarité, mais j'imagine qu'on va y venir, qui a du mal à concilier vie familiale, vie professionnelle, qui passe sa vie à essayer de joindre les deux bouts. En plus, gérer la scolarité, les leçons le soir, l'orientation, un jeune qui arrive en fin de troisième, un jeune qui arrive en fin de terminale, l'orientation, tout ça, c'est des enjeux énormes. Et c'est ce qui peut générer du décrochage scolaire et les suites. Avant même de parler de délinquance, il y a aussi tout ce qu'il y a en amont. Voilà. Alors, justement, Isabelle, concrètement, comment on touche ces familles ? Comment, effectivement, une fois qu'on a identifié un phénomène sur sa commune, comment on parvient à établir un lien avec elle, comment, je dirais, c'est toute la problématique, effectivement, de l'aller vers, mais comment, effectivement, on prend contact,
on va vers elles sans pour autant qu'elles se sentent stigmatisées et visées. Et est-ce qu'il y a un sujet effectivement de droit particulier effectivement auquel elles ont droit, dont elles ne bénéficient pas forcément? Est-ce qu'il y a un sujet de non-recours au droit pour ce qui concerne ces familles? Et comment s'établit pour la collectivité un lien qui doit être nécessaire avec les d'autres services, possiblement, effectivement, les services de l'État, je pense à la CAF en priorité, mais bien évidemment le département. Comment on s'y prend dans une collectivité quand on a envie de faire des choses et adresser de manière beaucoup plus fine ces familles? Donc les CCAS ont un rôle premier, c'est de coordonner à l'échelle d'un territoire les politiques publiques en matière sociale notamment. Et donc on est tout à fait dans notre rôle de coordination, comme vous le disiez, avec la CAF, mais on a aussi des outils sur les territoires qui sont les centres sociaux, qui aujourd'hui ont tout à fait leur place, notamment par rapport à la population adolescence, préadolescence, où il y a des espaces jeunes avec des espaces publics numériques notamment, où là, il peut y avoir un lien de créer de manière détournée et pas dans le frontal. On sait très bien qu'auprès des adolescents, la relation frontale, c'est pas celle qui marche le mieux. Donc, il y a tout un maillage à l'échelle d'un territoire. Pour les parents, les mamans principalement, donc des lieux de répit, des liens avec la CAF. Alors, il y avait une loi qui était en cours de réflexion autour de la précarité et de la monoparentalité, qui aujourd'hui n'a pas vu le jour, mais qui permettrait aussi de reconnaître le statut de la famille monoparentale et de pouvoir aussi, notamment au niveau des droits communs, et de pouvoir spécifier cette situation familiale qui, en effet, amène à une grande précarité. Et malheureusement, c'est souvent une précarité qui s'accumule entre la monoparentalité, les faibles revenus, les emplois à temps incomplet, les emplois avec des horaires complètement décalés. Donc on est sur des situations presque, j'ai envie de dire, au cas par cas. Alors il y a des territoires où il y a eu des choses qui ont été faites sans prendre la tâche de la loi, de permettre d'avoir le statut à Ris-Orangis, par exemple, d'avoir un vrai statut de la monoparentalité. Sur la ville de Paris, il y a aussi des choses qui ont été mises en place autour de ces familles monoparentales. Et il y a même des expériences où les collectivités elles-mêmes ont créé un statut pour leurs agents territoriaux en situation de monoparentalité, une charte de la monoparentalité où ils accordent des avantages sociaux complémentaires pour les personnes en situation de monoparentalité. Là aussi, alors ça fait écho aussi à l'attractivité des métiers dans nos services, mais ça répond, c'est une double réponse, aussi bien du côté de la famille monoparentale que de l'attractivité des métiers dans la fonction publique. Alors j'imagine que pour une collectivité, à un moment, serait gage d'efficacité et mobilisation de tous les services, le logement, les affaires scolaires, le CCAS. Et c'est souvent difficile. On sait que les collectivités ont tendance à fonctionner de manière très cloisonnée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile de mobiliser effectivement les différents services qui sont en première ligne par rapport aux besoins de ces familles? Est-ce que c'est facile d'avoir l'écoute de ces services sur la situation des familles monoparentales? Alors, tout dépend après des orientations politiques et des volontés politiques, mais oui, aujourd'hui, de toute façon, on n'est plus sur une organisation complètement sectorisée, on est sur de la transversalité, de la complémentarité. On a réfléchi, par exemple, nous ensemble, à la tarification sociale, on a réfléchi à l'accueil des enfants de familles sur le territoire qui étaient d'origine étrangère. On a réfléchi à l'accompagnement aussi des mamans dans le cadre de la semaine de la parentalité. On travaille vraiment de manière transversale avec en effet les services éducation, le service jeunesse, le service petite enfance, les services culturels aussi, où justement là aussi, si on veut accompagner les familles qui sont concernées par des jeunes adolescents, le service culturel ou le service des sports sont des services sur lesquels il faut aussi s'adosser pour justement cette population. Donc c'est pas facile, c'est sûr, c'est après une question de volonté et puis
d'organisation au sein des collectivités. Moi, je sais que le CCAS est complètement intégré au pôle cohésion sociale au sein du territoire, dans lequel il y a le service éducation, le service jeunesse, le service petite enfance, le service des sports. Donc, on est vraiment sur le même, on est vraiment sur la même dynamique avec une DGA qui est à la tête de toutes ces directions. Madame Bigot nous a sensibilisés sur la réalité des enfants, donc qui sont beaucoup des ados. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, en même temps qu'on accompagne le parent, un accompagnement spécifique également à l'enfant ou aux enfants ou à la fratrie d'une famille monoparentale, puisque vous nous avez sensibilisé, Isabelle, sur un phénomène effectivement de la relation de l'enfant à son parent, effectivement, et qui peut souvent être une relation fusionnelle, quand la maman ou le parent peut être en situation de fragilité, ou parfois les rôles s'inversent, l'enfant peut avoir envie de prendre soin de son parent. Comment on accompagne au mieux aussi un enfant dans une situation où il est seul, ou où sa fratrie, ses frères et sœurs, ils sont seuls, avec son parent qui, en plus, parfois peut être fragilisé. En fait, on l'accompagne, là, on est plutôt avec les services de l'aide sociale à l'enfance, hein, puisque ça rentre vraiment dans les compétences des départements, mais là aussi, il y a des liens à trouver avec la mise en place d'intervenants familiaux au sein des foyers, avec, comme je le disais, les centres sociaux qui jouent un rôle aussi quelque part de grands frères. Les animateurs dans les centres sociaux ont quand même aussi une approche pédagogique qui permet à ces jeunes de trouver une place. Et oui, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il y a des jeunes qui portent la famille entière. Et pour eux, il faut aussi qu'ils puissent à un moment donné se retrouver à leur place d'enfants au sein de la fratrie, dans une famille fragilisée, voire brisée. Et c'est vrai qu'au niveau des éducateurs et du aller vers, il faut vraiment, c'est petit pas par petit pas, parce que c'est très compliqué d'accompagner des jeunes et des ados. Ils sont un peu aussi en rébellion contre tout ce qui peut être proposé de manière institutionnelle. Donc, il faut être inventif, aller vers, être sur le territoire, mettre en place. Ça marche très bien les espaces publics numériques parce que ça leur, voilà, c'est leur génération. Et pouvoir aussi les associer à des projets un peu plus citoyens, avec l'intégration dans des dispositifs citoyens. Sur le territoire de Cherbourg, on a travaillé avec le service jeunesse sur un groupe de jeunes pour la distribution des colis de Noël, par exemple, aux seniors. Et là, on redonne aussi du sens à leur place dans la société et on est sur de l'intergénérationnel par rapport à cette situation-là. Madame Bigot, vous, est-ce que vous, effectivement, vous avez accompagné beaucoup de collectivités. Est-ce que vous avez, je dirais, des situations de territoire particulièrement innovants? Alors, on n'aime pas cet anglicisme, le best practice que vous avez pu observer par des collectivités dans l'accompagnement de ces familles, des enfants, la mobilisation des services. Et puisque, effectivement, on approche tout doucement de la fin de mandat, quelles recommandations vous pourriez faire en préparation du prochain, en amont des ABF, pour s'emparer effectivement de cet enjeu, je dirais, familial, social et sociétal majeur? Question piège. Ouais, alors non, je me permettrai pas de vous. Non, mais ce que l'on constate, je rejoins ce que vous disiez, c'est que c'est pas un problème en soi d'être une famille monoparentale. Je veux dire, il n'y a pas. Mais bien souvent, c'est un cumul en fait de difficultés. C'est le fait que, alors on ne l'a pas dit, mais la monoparentalité, bien souvent, elle est source aussi de fragilité économique. Et donc d'emplois précaires, d'emplois atypiques, parce que quand on est seul, avoir un emploi à temps plein, 8 heures par jour, c'est compliqué. C'est souvent aussi des conditions de logement qui peuvent ne pas être idéales pour la famille, du surpeuplement. Le confinement, par exemple, nous a révélé, on n'a pas parlé du confinement, mais pour moi, ça a été, en tout cas moi c'est ce que je constate, ça a été révélateur, je pense, pour vous en tant qu'élu,
de situations très complexes dans les familles, et en particulier les familles monoparentales. Les situations de surpeuplement dans le logement. Donc effectivement, un enfant et un jeune, quand on n'a pas de place, quand on fait ses leçons dans la cuisine avec les enfants qui tournent autour de la table et qu'on a... Enfin voilà, on est dans des situations comme cela. Effectivement, qui se retrouvent seuls parce que le papa ou la maman travaillent sur des horaires où ils ne sont pas présents le week-end, ils ne sont pas présents le soir, enfin voilà. Des situations aussi qui peuvent se cumuler avec des difficultés autour de l'accès au numérique. Le confinement nous l'a révélé aussi. L'importance aujourd'hui, une famille sans accès au numérique. Quand on parle de fracture numérique, on pense personnes âgées, on pense... Mais non. Enfin, oui, bien sûr, mais la famille, et en particulier lorsqu'elle est en situation de précarité, elle est en situation de fracture numérique. Aujourd'hui, comment accompagner, si vous avez des enfants, comment accompagner un enfant sans accès au numérique dans sa scolarité? C'est impossible. Il n'y a pas une relation avec un enseignant qui ne se fait pas en dématérialisé. Il y a pas, et on ne parle même pas de Parcoursup. Je parle à partir du collège, c'est quotidien. Mais c'est pas, donc ça veut dire qu'un parent solo, s'il n'a pas la possibilité de se connecter, s'il n'a pas la possibilité d'offrir des outils numériques à ses enfants, enfin voilà, en fait c'est un cumul de difficultés qui fait que les réponses, elles sont multidimensionnelles et donc elles sont partenariales. C'est vraiment, pour moi, la clé. Vous avez parlé des centres socioculturels ou des espaces de vie sociale plutôt en milieu un peu plus rural. Donc ça veut dire que c'est la CAF qui est là. Vous avez parlé de l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire que c'est le département. Mais si on travaille autour du numérique, par exemple, il y a des très beaux partenariats avec des associations de reconditionnement, de collecte qui mettent à disposition des outils. Il y a des médiateurs numériques, il y a des... Enfin voilà, on voit bien que c'est une multitude en fait de petites réponses. Et puis, je parlais du logement. Les acteurs du logement, les bailleurs sociaux, enfin voilà, c'est un ensemble de partenaires. Et c'est vrai que le rôle de la commune, c'est d'assembler, voilà, c'est de coordonner, un assemblier. et en particulier le CCAS. Mais je suis complètement d'accord, et je l'ai mis d'ailleurs, la question de l'accès aux services, la tarification sociale autour de l'accès aux services, autour du sport, autour des loisirs, autour de la culture, les aides facultatives, ça sert à ça aussi. Il y a des territoires, il y a des CCAS qui ont des aides facultatives spécifiques familles monoparentales, à destination des familles monoparentales ciblées, fragiles, voilà, pour les aider selon ce que... Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le partenariat et la multidimensionnalité. Encore une fois, ce n'est pas le fait d'être monoparent qui est une difficulté en soi. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir éclairés. On était ravis pour la première fois de traiter ce sujet sur le Salon des maires. Et y a-t-il des questions? On a un temps pour 1 ou 2, 3 questions avec le public, si vous aviez des interrogations. Non? Bon, oui. Pour ne pas laisser quand même les intervenants sans question, moi je suis un bailleur social et on a 40% à peu près de nos attributions et notre public qui sont des familles monoparentales, ce qui est normal puisqu'il y a une fragilité économique, vous l'avez rappelé, donc on a complètement ce rôle. Et en même temps on a des politiques seniors, on a des politiques jeunes et on n'a pas de politique famille monoparentale, on ne les connaît pas bien, elles sont forcément avec des besoins très multiples. Et donc on vient d'embaucher un chargé de mission qui va travailler justement à mieux comprendre d'une part les interactions avec les autres intervenants autour de ces familles et puis les besoins plus particuliers, voir si on a un rôle à jouer ou pas. Puisque nous aussi on est assemblés au niveau par l'entrée de l'habitat. Et je voulais vous retourner la question de savoir si vous aviez des besoins identifiés de relations particulières avec les bailleurs sociaux ou dans l'accès au logement, voire même dans l'adaptation au logement, puisqu'on voit qu'on ne peut pas non plus réserver que des T4. Enfin voilà, il y a aussi la question de l'aménagement des logements qui peut se poser. Merci. Sur les familles monoparentales, principalement, mais pas que, ce qui pose vraiment souci au niveau des logements, c'est la régularisation des charges. Parce que là, ça les fait plonger vraiment dans une précarité qui est déjà existante. Mais on a là, sur ces dernières années, beaucoup accompagné de familles monoparentales au moment de la régularisation des charges. Là, c'est vraiment quelque chose qui pose souci. Et puis après...
être vigilant justement par rapport à l'emplacement de cette famille dans le collectif du bâti, parce que c'est important de pouvoir justement essayer de trouver une complémentarité sur de l'intergénérationnel pour qu'il y ait de l'entraide solidaire. Alors moi j'ai répondu à un appel à projet il n'y a pas longtemps là, avec le bailleur social de Cherbourg, mais qui était destiné aux seniors et sur la lutte contre l'isolement des seniors. Et en effet, il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour de l'accompagnement, autour de l'isolement des seniors. Les familles monoparentales ne sont pas encore vraiment intégrées à tous ces appels à projets, mais il y a aussi peut-être à mettre en place des appels à projets qui pourraient permettre de mettre des actions en œuvre autour d'une relation entre les politiques publiques de territoire et les bailleurs sociaux autour de ces familles. Ben, merci beaucoup. On voit que c'est un chantier qui s'ouvre devant nous et beaucoup de travail, beaucoup de ficelles à défaire et à entremêler pour agir. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous et on vous souhaite un